Alors, bonjour à tout le monde. On va être prêt à débuter l'activité. J'aimerais remercier tout le monde qui est présent aujourd'hui et saluer ceux qui sont aussi présents et qui nous écoutent en direct sur Facebook. Euh, Aujourd'hui, la rencontre se déroule en mode webinaire. Donc, c'est normal, votre caméra, vos micros sont désactivés, mais vous allez pouvoir poser des questions à nos panélistes dans la section Q&R. Et on va s'assurer de garder un moment là, à la fin de la rencontre pour pouvoir bien répondre à vos questions. Aussi, je vous avertis que la rencontre aujourd'hui est enregistrée, donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ben, il faudrait. Alors, j'aimerais débuter là. On est quelques-uns là, sur le territoire de Montréal. Donc, j'aimerais commencer par faire la reconnaissance territoriale. En soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les nations, dont la nation Kanien'kehá:ka. Nous honorons, nous respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur ces terres sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Alors, comme on se trouve un petit peu partout au Québec aujourd'hui, je vous invite aussi à prendre le temps de faire la reconnaissance territoriale là, de votre, du lieu où vous vous trouvez. Vous pouvez aussi l'indiquer là, dans la section paragraphe si vous voulez. Parfait. Alors maintenant, vous allez pouvoir mieux m'entendre, ça va mieux aller. Donc, l'événement aujourd'hui est organisé conjointement avec le nouveau Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante de l'UQAM et le Bureau des diplômés. Et on remercie aussi nos partenaires. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter nos panélistes pour aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Prudence Anis. Prudence Anis est formée en sociologie à l'UQAM et en management public à l'ENAP. Elle dirige l'institution postsecondaire des Premières Nations Kiuna depuis février 2011. À Benakis de Danak, elle est fortement engagée à construire des communautés en santé et dévouée à la défense des intérêts des Premières Nations. Elle a, au cours des 24 dernières années, joué un rôle significatif dans l'élaboration de plusieurs stratégies politiques gouvernementales et autochtones à l'échelle provinciale et nationale. Les diverses initiatives qu'elle a su mettre en œuvre l'ont amenée à travailler étroitement avec chacune des Premières Nations du Québec, de même qu'à collaborer avec de nombreux acteurs autochtones et non autochtones issus de la société civile, des groupes communautaires et des instances gouvernementales du Québec et d'ailleurs. Notre deuxième panéliste est Marjolaine Czernich. Elle a été nommée à la direction générale de l'Institut Tchagabesh en 2016, un poste qu'elle occupe fièrement avec le grand désir de contribuer au développement de services et de projets pour le bénéfice de la nation Innu. Elle gère une équipe d'une trentaine de personnes qui travaillent avec elle la mission de valorisation de la langue et de la culture Innu, de même que le soutien à la réussite identitaire et scolaire des élèves des écoles Innu. Madame Czernich joue un rôle important auprès de divers organismes et comités en lien avec les grands dossiers éducatifs, culturels et linguistiques et auprès de différentes instances régionales. Elle est reconnue et très sollicitée pour son dynamisme, sa vision, ses connaissances des communautés et son habileté à communiquer sa culture et son identité. Madame Czernich est détentrice d'un baccalauréat en sciences de la gestion de l'UQAM et d'un MBA du HEC McGill. Caroline Nepton-Hott va animer la rencontre aujourd'hui. Elle est étudiante au doctorat au département des sciences de religion et elle est aussi professeure régulière au département d'histoire de l'art à l'UQAM. Elle est membre de la communauté Innu de Mastoyache et elle s'intéresse depuis plus de 20 ans aux questions autochtones, particulièrement aux enjeux concernant les femmes des Premières Nations. Par une approche anticoloniale, elle documente et analyse les continuités et les transformations des expressions des identités et des cosmologies autochtones. Et j'en profite pour me présenter quand j'ai sauté cette partie. Je m'appelle Annie Bergeron. Je suis conseillère à la communauté étudiante autochtone à l'UQAM, mais je suis aussi membre de la communauté de Mastoyache. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Caroline pour l'animation de cette discussion. Bonne rencontre. Finashkumitan, Annie, Kwek Kassinou, j'espère que vous allez bien, tout le monde à la maison. Bonjour Marjolaine, bonjour Prudence. Ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous aujourd'hui pour parler de la persévérance scolaire, qui c'est un très grand dossier dans les collectivités. Pour
s'assurer que les jeunes terminent le secondaire aussi avec beaucoup de plaisir, puis un sentiment d'accomplissement. Je pense que c'est important. Et puissent poursuivre leurs rêves, leurs défis, enfin bref, tout ce qu'ils souhaitent s'accomplir comme être humain. Et Prudence et Marjolaine sont ici avec nous pour nous parler de ça, cette persévérance-là. Mais d'abord, j'aimerais un peu vous entendre sur votre parcours à vous, en fait. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez essayé, les essais-erreurs, bref, un peu tout ce qu'on traverse quand on décide de faire des études et qu'on vient, par exemple, d'une communauté éloignée ou qu'on a grandi dans un milieu très, très différent de certains milieux urbains. Je vais me lancer d'abord avec Marjolaine. Marjolaine, je vous inviterai à nous parler un peu de votre processus d'apprentissage, puis en fait, votre éducation au sein de votre communauté avec votre famille. Okay, quick. Subukan no, kisno itehik, nega don mujen mano ti join matuda, ninan dan na mutedan tiji shkun mariak. Je salue tout le monde. Merci de m'avoir invité pour vous présenter mon parcours académique. Je me présente, Marjolaine Tchernis. Je suis une Innu de la communauté de Ouachat Maïtenam. J'ai grandi dans ma communauté, auprès de ma mère, de mes tantes, mes oncles, chez ma grand-mère Pélache. Pour vous expliquer la réussite de mon parcours académique, ma persévérance scolaire, je vais vous présenter les piliers, mes modèles qui m'ont permis de terminer mon baccalauréat à l'UQAM et également mon MBA à UHEC McGill. J'ai été élevée dans un environnement où la culture et la langue Innu étaient très vivantes et très pratiquées. Ma grand-mère partait plusieurs semaines à la chasse avec ses fils. Elle a perdu très tôt son mari. Et à tous les coups, elle ramenait à la maison 4 à 5 caribous à la fois. S'en suivait le processus de préservation de toutes les parties de l'animal selon les méthodes ancestrales. Elle faisait le dépeçage, elle récupérait la peau et de tous les autres organes pour nous vêtir et nous nourrir. Elle faisait tout, là. Elle fumait la peau et pour en faire des mocassins. Avec la peau, elle utilisait aussi pour en faire la babiche pour les raquettes qu'elle fabriquait pour nous, ses petits-enfants. Une partie de la viande également, je la voyais faire, elle la séchait, elle la mettait en poudre, comme faisaient nos ancêtres pour conserver la viande plusieurs mois, pour éviter la famine lorsqu'ils étaient encore nomades. Fait qu'elle a pratiqué toujours, elle avait conservé ses pratiques, puis elle les pratiquait encore. Même si on vivait dans une maison et on avait accès à des aliments au supermarché. Elle avait conservé vraiment ses pratiques ancestrales. Ma grand-mère nous amenait dans le bois tous les ans, que ce soit durant le congé des fêtes ou la semaine de relâche. Durant ces séjours, je l'ai vue agir et comment elle s'y prenait, comment elle se comportait lorsqu'elle faisait face à une situation qui était hors de son contrôle. Pour elle, il y avait une solution à tous les problèmes. Elle ne se plaignait jamais. Son humeur était également stable. Elle pratiquait aussi un peu de la médecine traditionnelle. Elle avait un grand respect pour la nature et pour l'environnement qui nous entourait. Je me souviens de ma grand-mère comme d'une femme forte, robuste, solide, indépendante et vaillante. Lorsqu'elle entamait un projet, elle débutait, elle le terminait à tous les coups. Elle veillait aussi au bien-être de ses nombreux enfants. Ma mère m'avait raconté le parcours de ma grand-mère avant que je vienne au monde. Elle est née, elle a vécu dans le bois avant que la communauté de Malutenam soit fondée. Elle en a fait des portages. Elle a passé la majeure partie de sa vie dans le bois. Aussitôt qu'elle pouvait, elle y retournait. Quelques-uns de ses enfants ont aussi fréquenté le pensionnat.
À chaque fois que j'entreprends un gros projet, que ce soit dans ma vie personnelle, académique et professionnelle, je me remémore toujours ma grand-mère et ses nombreuses qualités. Je m'inspire de sa force de caractère pour entamer et terminer un projet. J'ai beaucoup pensé à elle pendant mes études universitaires. Elle demeure mon modèle de réussite, malgré qu'on ait eu un parcours de vie totalement différent. Elle dans le bois et moi sur les bancs d'école. Un autre modèle également, c'était ma tante Annette. Ma tante Annette nous racontait des légendes avant le coucher. Aujourd'hui, je me rends compte que les légendes qu'elle nous racontait se promènent d'une nation à une autre, d'une communauté à une autre. C'était vraiment le moment de la journée que je préférais. Ma mère, quant à elle, m'a inculqué les valeurs ancestrales de la nation Innu, le respect pour autrui, l'entraide, la fierté d'être Innu et d'être une femme, et surtout l'importance de parler notre langue. Elle nous a toujours parlé en Innu. J'ai commencé le primaire dans une école québécoise dans la ville voisine de ma communauté. J'ai dû apprendre le français dès ma première année. L'enseignante, voyant que je ne parlais pas la langue, moi et Magibel qu'on ne parlait pas la langue, a dit à ma mère de nous parler en français à la maison. Malgré les recommandations de l'enseignante, elle a toujours continué à nous parler en Innu à la maison. J'ai appris, je la remercie encore aujourd'hui d'avoir maintenu l'Innu comme moyen de communication à la maison. J'ai donc appris le français avec mes camarades de classe. Après le premier cycle du primaire dans cette école, première, deuxième, troisième année, ma mère nous a transférés dans l'école de ma communauté pour terminer notre parcours du primaire. C'était une excellente chose, car c'est ce changement qui a été un élément positif dans mon parcours scolaire. J'avais l'impression de retourner chez moi en changeant d'école. Pourtant, je vivais toujours dans la communauté, mais le fait d'être parmi des camarades de classe qui me ressemblaient, qui partageaient les mêmes valeurs, qui parlaient la même langue, avaient les mêmes visions et les mêmes enjeux, je me sentais heureuse, je me sentais bien. Donc, l'attachement, le lien affectif profond, l'attachement intime qu'on a envers notre communauté, notre identité, notre nation joue beaucoup dans la réussite éducative. C'est là que j'ai appris connaissance, en étant avec les miens, que je vivais du racisme et des préjugés dans l'école précédente, l'école québécoise. Je n'en veux pas à mes anciens camarades de classe du premier cycle, du primaire. C'était des enfants eux aussi. Et ils avaient seulement à répéter le comportement des adultes. Mais je crois que si j'aurais continué mon parcours dans cette école, mon estime personnelle aurait été affectée à la longue. Avec mes camarades Innu et cet environnement sécurisant, on parle beaucoup de sécurisation culturelle dans l'apprentissage des jeunes des Premières Nations. Je mets le mot maintenant sur ce que j'avais vécu dans cet épisode-là. Avec mes camarades Innu, qui correspondaient vraiment à mes valeurs et ma culture, m'a permis de me développer en tant que jeune Innu. Ce court laps de temps, 3 ans passés dans une école Innu, a eu un effet positif sur le reste de mon parcours académique. Ma fierté identitaire s'est solidifiée et s'est affirmée. Je remercie d'ailleurs ces camarades de classe qui ont contribué à développer ma confiance en moi. J'ai le même parcours que la majorité de ma génération, c'est-à-dire que j'ai eu mon fils, un travail, une maison avant d'entamer mes études universitaires. C'est là qu'on peut voir que la famille est une valeur qui est prônée chez les Innu. J'ai débuté mon parcours professionnel au conseil de bande de ma communauté en tant qu'agente de bureau, quand mon fils avait 2 ans. J'ai vite monté des échelons pour devenir directrice du service de ressources humaines. Ayant seulement un secondaire 5 en poche et un diplôme en multimédia, je me sentais de plus en plus comme un imposteur. Dans un poste aussi élevé, malgré que j'avais plusieurs autres atouts, dont le savoir-être, le savoir-faire.
J'ai alors débuté mon parcours universitaire durant mon parcours professionnel, tout en demeurant une maman monoparentale. J'ai commencé sans avoir de but précis. Je me suis référée à mon expérience professionnelle pour faire des choix sur mon parcours académique. J'ai donc débuté par un certificat en ressources humaines à l'UQAM, ayant une grande expérience en gestion du personnel et ensuite un certificat d'administration des services publics. D'où mon expérience de travail dans des organisations Premières Nations et à la fonction publique également. Le troisième certificat comptabilité générale. Le cumul de mes certificats m'a permis d'obtenir un baccalauréat en sciences de la gestion de l'UQAM. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que durant mon parcours académique, j'ai déménagé de ma communauté pour me permettre de continuer mon parcours académique et celui de mon fils également. J'ai toujours travaillé à temps plein durant mes études. Mes employeurs ont été très conciliants durant mon parcours et m'ont beaucoup encouragée. L'ouverture de mes employeurs a été très aidant pour ma réussite scolaire, ma réussite éducative. Lorsque j'étais en fin de session, ma mère se déplaçait pour venir me rejoindre à Montréal pour m'aider avec mon fils. Un autre élément qui a assuré ma réussite éducative également. Après quelques années passées à Montréal, j'ai décidé de revenir dans ma communauté pour revenir auprès de ma famille, de ma communauté. Je sentais aussi que je parlais beaucoup de vocabulaire de ma langue maternelle. J'ai appliqué sur le poste que j'occupe présentement. J'ai déménagé par la suite, ça s'est fait rapidement, là. Venant d'une nation autrefois nomade, le déménagement ne m'a jamais fait peur. 2 ans après avoir occupé le poste de directrice générale, je me suis inscrite à un programme universitaire de 2e cycle pour consolider mes compétences académiques et professionnelles. J'ai continué à occuper mes fonctions à temps plein et tout en étudiant à temps plein pour une maîtrise. Je ne recommande pas nécessairement ce même parcours-là parce que ça demande beaucoup d'investissement. Moi, ça s'est fait parce que mon fils était déjà majeur et aussi avait déjà quitté le nid familial depuis très tôt, là. Actuellement, j'occupe un poste où je suis en relation avec les populations des communautés Innu. J'adore mon travail. Je travaille pour une organisation au service des communautés membres et de la nation Innu qui œuvre à la sauvegarde, la promotion de la culture Innu et de la langue Innu. Il encourage l'expression artistique. L'Institut Jagabish joue un rôle dans l'éducation, la réussite identitaire scolaire de la jeunesse Innu. Ayant l'identité Innu bien ancrée dans mon ADN, parlant ma langue, et des diplômes pour appliquer la théorie apprise à l'université dans mon milieu de travail, je ne me sens plus comme un imposteur, mais comme un membre de la nation qui peut apporter beaucoup à sa nation et aussi à la relève. Donc, je confirme que la réussite éducative passe par la fierté identitaire avant tout. C'est l'assise, le fondement d'une personne. Lorsque l'on sait d'où on vient, qui on est, et qu'on avance avec notre bagage culturel, le parcours qu'on entamera demeurera authentique et vrai. Voici mon parcours. Tinashkumitan, Marjolaine, merci beaucoup, Marjolaine. Je vous invite à garder vos questions. Je vais tout de suite demander à Prudence de se présenter. Pour ceux et celles qui veulent poser des questions à Marjolaine, poser des questions à Prudence Anis, notez-les et ensuite, on va ouvrir pour la discussion. Donc, j'entends bien là, justement ce discours-là sur la fierté, sur l'importance des racines pour Marjolaine Tchernich. Prudence Anis, votre parcours est un peu différent. Maintenant, vous liez aussi avec des jeunes, justement, qui s'engagent au sein du Collège Kiuna, qui sont dans ce parcours-là, où il y a beaucoup de défis. Alors, je vous invite, vous, de votre côté, à partager ce que vous avez vécu comme parcours scolaire, académique. Puis ensuite de ça, on aura un moment d'échange. Merci. Kwame Zewe, Ndelweze Prudence Anis, Anombasqua Nia Odzeo Danak.
Donc, comme Caroline le mentionne, je travaille présentement comme directrice du seul centre d'études collégiales destiné aux Premières Nations au Québec qui s'appelle Kiuna. Kiuna qui veut dire « à nous » dans la langue abénakise. Donc, c'est une école conçue par et pour les Premières Nations et son établissement est vraiment un pas très important, une étape importante dans le processus des Premières Nations en ce qui concerne notre autodétermination sur le plan de l'éducation, mais c'est aussi un espace qui permet une réappropriation culturelle et le renforcement identitaire et de la fierté aussi pour l'ensemble des jeunes des Premières Nations et des premiers peuples, parce qu'on accueille aussi des Inuits, donc qui fréquentent notre établissement. Kiuna est situé à Odanak, qui est l'une des 2 communautés abénakises au Québec, qui est ma communauté d'origine. Donc, je suis abénakise, c'est ce que je vous disais en introduction. Donc, je suis abénakise de la communauté d'Odanak. J'y ai grandi jusqu'à 17 ans, moment où j'ai quitté pour mes propres études postsecondaires. Le temps que j'ai habité, et j'ai eu un peu le même parcours que Marjolaine, Odanak est une des communautés sans école. Donc, les écoles primaires, les écoles secondaires, pour nous, on les fréquente dans les villages ou les villes avoisinantes. J'ai eu mon éducation en français essentiellement. La communauté d'Odanak, par contre, je veux juste le préciser parce que ça explique aussi une partie de ma trajectoire. On y entend, c'est une communauté bilingue, donc on y entend de façon très régulière le français et l'anglais. J'ai donc quitté, et là vous ferez un exercice de mathématiques, j'ai quitté, j'avais 17 ans en 89. Kiuna n'existait pas, évidemment, donc j'ai quitté ma communauté pour me déplacer à Montréal, commencer mes études collégiales. En 89, on est dans une époque qui est vraiment différente de celle d'aujourd'hui. Et c'est là que, pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que moi, j'ai fréquenté le primaire, le secondaire dans des régions très proches d'Odanak. Je n'avais pas à expliquer d'où je venais, l'origine de mon nom, l'origine de ma nation, parce que les gens, sans en comprendre toute l'essence, étaient quand même capables de situer ma communauté sur une carte géographique. Arrive donc à Montréal, une réalité complètement différente, et c'est là où ça m'a vraiment sauté aux yeux le fait que mais mon Dieu, les jeunes ne nous connaissent pas du tout. Un autre fait aussi, et au secondaire, là ça commence à être lointain, mais je ne me souviens pas de mon expérience et de ce qu'on a pu apprendre sur les Premières Nations, honnêtement. Mais quand je suis arrivée au collégial, j'ai eu un intérêt marqué parce que j'avais eu une expérience de travail, les emplois d'été au musée des Abénakis d'Odanak, qui m'avait vraiment intéressée et je voulais pousser plus loin. 89, je commence mon collégial et arrive la crise d'Oka tout de suite après, n'est-ce pas, en 90. Et tous ces événements-là ont transformé ma trajectoire, mais de façon absolument monumentale, parce que j'arrive dans un contexte urbain, je me rends compte déjà que les gens ne nous connaissent pas, et tout à coup, on fait la une des journaux, on est vraiment... et Caroline, je sais que tu vas participer aussi à la BD, j'ai vu ton témoignage, donc les jeunes de notre génération aussi qui ont vécu ça, on est vraiment là, à la fleur de l'âge, on commence à voler de nos propres ailes et tout à coup, on se retrouve dans un tourbillon qu'on ne saisit pas nécessairement. Et ce que je veux dire par là, c'est que
c'est pas parce qu'on est une Première Nation, c'est pas non plus parce qu'on grandit dans une communauté que nous connaissons tout de notre histoire, qu'on connaît tout des enjeux. Et moi, c'est à partir du collégial que j'ai commencé vraiment à vouloir en savoir plus, en lien direct avec la crise d'Oka. Pendant mon parcours collégial, donc, je m'inscris, parce qu'il faut le faire, on s'inscrit à un cours complémentaire. Je ne savais pas du tout quel cours complémentaire choisir, puis j'ai dit, bon, je vais m'inscrire en sociaux. Je ne savais même pas ce que c'était. Il fallait que je choisisse un cours. Ma foi du bon Dieu, ça a été le coup de foudre. Et là, on est au cégep, c'est un cours. Le coup de foudre, d'abord, c'est l'enseignant qui a réussi à transmettre sa passion. Les lectures que je faisais, moi, je suis quelqu'un qui baigne très bien, qui nage très bien dans des concepts théoriques. Et là, ça m'ouvrait à tout cet univers-là. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça pouvait me servir. Vraiment, là, ça a été, je vous le dis, là, ça a été un coup de foudre. Coup de foudre avec la sociologie. Le seul cours dans tout mon parcours post-secondaire, je l'ai eu au cégep et en fait, le seul cours qui portait sur les questions des Premières Nations, je l'ai eu au cégep. Et c'était Pierre Trudel qui enseignait à ce moment-là un autre cours complémentaire qui était anthropologie. Ma passion pour la sociologie, que j'ai découvert au collégial, bien, je l'ai maintenue et j'ai eu mon diplôme donc en 2000, si je ne me trompe pas, à l'UQAM. Je veux préciser que tout mon parcours à l'UQAM aussi, tous les travaux, les lectures, quand je le pouvais, ont toujours porté sur des questions ou des enjeux liés aux Premières Nations, bien qu'aucun de mes cours n'ait porté ou adressé les questions Premières Nations. Donc, moi, j'ai tracé ma trajectoire dans mon intérêt, je vous dirais, j'ai débroussailler mon propre chemin à ce niveau-là. J'ai commencé mon bac, si je ne me trompe pas, autour des années 93, 14, là, je ne me souviens pas. Et j'ai obtenu mon diplôme en 2000. La raison pour laquelle mon parcours a été aussi long, c'est que j'ai eu de très belles opportunités d'emploi à travailler auprès d'organisations Premières Nations. J'ai cheminé pratiquement toute ma vie dans des organisations Premières Nations. Et ma passion était tellement forte que j'ai hésité longtemps en... Bon, je vais-tu à temps plein? Est-ce que je vais de côté le travail absolument enrichissant que je fais parce que j'avais vraiment l'impression, et je sais, et avec tous les collègues de travail que j'ai pu côtoyer au cours de ces années-là, qu'on transformait vraiment des vies, qu'on arrivait vraiment à influencer les politiques publiques. Et c'est pour ça que mon parcours, je vous dirais, de baccalauréat était tellement long, c'est que je me suis vraiment investie auprès d'organisations provinciales surtout, dont Femmes autochtones du Québec à ce moment-là. C'est l'organisation dans laquelle j'étais investie. Sans jamais perdre l'idée que j'allais terminer mon bac. Et pourquoi la sociologie, donc? Pourquoi est-ce que ça me fascine tellement? Dans le contexte du travail que j'occupe présentement et que j'ai occupé, c'est vraiment une discipline là, qui... comment je pourrais dire?
surtout quand on est une minorité, je vais dire ça comme ça, là, les Premières Nations sont quand même en situation de minorité en nombre, je le dis bien, dans la société dominante, mais ça nous permet vraiment une meilleure compréhension de notre société globale, parce qu'on est toujours en interaction, donc, et comment on interagit ensemble, comment les systèmes fonctionnent, comment les systèmes vont avoir des impacts, comment les politiques publiques vont avoir des impacts sur différents groupes. Puis c'est très important pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment ouvert des portes quand on s'attaque aux questions des Premières Nations. Ça permet une plus grande, évidemment, pensée critique et analyse sociale. Donc, j'ai toujours su, à travers les études que j'ai faites, m'en servir pour le bénéfice des populations avec lesquelles je suis appelée à travailler. Fait qu'au cours de ma vie, j'ai travaillé longtemps, 9 ans, 10 ans, je pense, à Femmes autochtones du Québec, donc sur différents dossiers liés à la condition féminine et aux familles. J'ai, entre autres, occupé le poste de coordonnatrice du dossier de la santé des femmes. C'est pourquoi tout ce qui entoure la tragédie de Joyce Echaquan me touche particulièrement. Parce que quand moi, j'ai commencé, il y a eu d'autres générations avant moi, à travailler sur les questions de la santé. Écoutez, j'ai commencé en 95, je pense. Et depuis 95, je travaille et d'autres personnes travaillent à transformer, entre autres, le système de santé pour faire en sorte que les services soient plus appropriés à tous les niveaux, mais surtout sécurisants sur le plan culturel. Donc, vous comprendrez que c'est choquant, je vais le dire comme ça, de constater que des situations comme ça perdurent encore au moment où on se parle. J'ai travaillé aussi, j'ai eu l'immense bonheur de travailler avec des adolescents à Wemotaci, des adolescents de 12 à 17 ans. Et maintenant, je travaille avec des jeunes adultes qui entreprennent ou poursuivent des études secondaires. Et dans tout ce que j'ai pu entreprendre, toute la notion de l'empowerment et comment est-ce que, comme je le disais tantôt, comment est-ce qu'on peut faire découvrir aux différentes populations avec lesquelles on travaille leur potentiel, comment aider à l'épanouissement de ce potentiel-là. Donc, comment est-ce qu'on peut jeter les bases et éliminer les barrières. Des fois, les barrières principales émanent de l'individu même. Et avec les jeunes, au niveau de l'éducation, c'est donc comment est-ce qu'on peut, nous, avec ce qu'on fait, servir de tremplin pour le reste de leur vie. Donc, consolider des bases, des belles assises, pas juste académiques, parce que ce qu'on fait est vraiment, là, je le disais en entrée, c'est une question de réappropriation de la culture, de rehaussement de la fierté, de créer ou de consolider un sentiment d'appartenance, mais dans une perspective aussi tournée vers l'avenir. Il y a des faits historiques, il y a des faits dont on voit encore les répercussions aujourd'hui. Puis on ne veut pas non plus que la jeunesse, là, je parle juste de mon poste aujourd'hui, mais on ne veut pas que la jeunesse soit dans une position de victime. Il faut reconnaître notre histoire, les réalités, les impacts que ça a eu sur nos conditions de développement social, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ça pour les générations actuelles et bien entendu pour nos enfants et les 7 générations qui viendront. Donc, un tour d'horizon assez rapide, mais juste pour vous dire, me présenter un peu, puis vous donner un aperçu de ce qui m'allume. Ce qui m'allume, c'est
travailler avec les gens, de les voir s'épanouir, puis de les accompagner dans peu importe le projet qu'ils choisiront. Donc, ça, c'est ma trajectoire. Merci beaucoup, Anis, de cette présentation. Anis a nommé certaines choses. Hein. Vous avez le QIR dont a parlé Annie un peu plus tôt au début de cette conférence en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire. Vous avez parlé, Anis, de la crise d'Oka. Brièvement, là, peut-être pour les auditeurs qui sont moins au fait de ces événements historiques-là, dans les années 89-90, ça a éclaté à Oka, qui est une communauté, qui est un village québécois qui est situé à côté de Kanesatake, qui est une communauté Kanien'kehá:ka, donc Mohawk, qu'on nomme également Mohawk. Qui a été un conflit territorial très important et ça a eu des conséquences sur bien des gens à travers le Québec. Hein? Vous avez nommé la bande dessinée qui est réalisée par Emmanuel Dufour en collaboration avec l'Institut Kiuna. Qui s'intitule, c'est Éco-société, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Hein? Donc, il y a certains moments où on parle justement de cette question-là de la crise d'Oka ou de Kanesatake, hein, on pourrait le nommer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez quoi que ce soit dans les histoires qui vous ont été racontées. Les parcours, les récits de vie, en fait, des personnes qui nous parlent aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les défis d'hier que vous avez rencontrés dans votre jeunesse sont différents aujourd'hui pour les jeunes? Il y a eu des améliorations au fil du temps, Marjolaine, que vous pouvez voir avec les jeunes de la génération qui s'en vient? Oui, oui, je vois une différence, mais ce que je voudrais dire, c'est que je vois une différence. On parle de plus en plus des Premières Nations. On rétablit de plus en plus aussi également l'histoire, mais je vous dirais que oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour faciliter le parcours scolaire des Premières Nations à travers l'appui financier des conseils de banque pour l'accès aux études postsecondaires et aussi, comment je pourrais dire, le support de la famille et des secteurs aussi de l'éducation des communautés. Mais oui, il y a cet aspect-là qu'on met en place. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier que c'est tout le système scolaire qui est, comment je pourrais dire, qui est encore empreint de colonialisme depuis le préscolaire jusqu'à l'université. L'étudiant en Première Nation vit toujours dans une genre d'assimilation à travers le curriculum en vigueur. Dans le curriculum, il n'y a pas assez de place pour la transmission des savoirs Première Nation, car celle-ci n'est pas encore reconnue. On sait que la réussite éducative doit être déjà prise en charge au niveau dès l'enfance, la petite enfance, pour que l'enfant, Première Nation, l'enfant Innu, puisse connaître sa langue, son histoire, ses valeurs. Il faut également qu'il la retrouve dans le milieu scolaire. C'est vraiment s'appropriant tous ces aspects-là, sa langue, sa richesse, sa culture, qui va pouvoir vivre pleinement sa vie en tant que membre des Premières Nations tout au long de son parcours scolaire. C'est de cette façon qu'il va ressentir que sa richesse, la force de sa culture, sa langue, soit reconnue et aussi considérée. Les matières d'enseignement du curriculum devraient encore plus refléter la culture des Premières Nations.
Il faut que vous compreniez, il faut que la population québécoise comprenne que nous, les étudiants ou les étudiants actuels qui s'inscrivent dans les écoles, des institutions québécoises, connaissent votre culture, votre littérature, vos auteurs et parlent votre langue. Nous n'avons pas le choix de les connaître si on souhaite intégrer le monde contemporain. Nous, de notre côté, on doit s'assurer de cadrer dans la société québécoise, mais également de maintenir nos cultures. Nous devons maîtriser, continuer à s'assurer de parler notre langue pour la préserver. Nous devons maintenir aussi notre identité tout en naviguant dans la société québécoise, qui est une auto-identité. On doit s'assurer de conserver nos valeurs qui vont guider nos pas, qui vont guider nos actions, de ne pas être assimilés par les valeurs de la société dominante, que je dirais. Fait qu'on a on a un enjeu, on a beaucoup d'enjeux, nous, les Premières Nations. On doit être éduqués, on doit cadrer vraiment, je dis, dans la société québécoise, tout en restant fidèle à notre propre identité. Fait qu'on a comme beaucoup plus de... Moi, je me rends compte qu'on a beaucoup plus de comment je pourrais dire, d'atouts, mais en même temps, d'enjeux. Oui, tout à fait. Je vais raconter une petite histoire, là, sans doute que ça va relancer aussi sur Prudence, mais Marjolaine, ça vous est sans doute arrivé. Moi, je commençais ma maîtrise en 2003-2004, après avoir travaillé plusieurs années au sein d'institutions des Premières Nations. Puis en commençant ma maîtrise, j'essayais de m'intéresser aux questions autochtones, essayer d'avoir accès à des livres écrits par des Autochtones, des articles scientifiques écrits par des Autochtones, des propositions théoriques, conceptuelles écrites par des Autochtones qui réfléchissent. Bien, il y en existait, mais au sein de l'université dans laquelle j'étais, c'était difficile d'avoir accès à ça. Internet n'était pas encore très vite, là, 2003-2004, on avait un peu accès, mais il n'y avait pas tous les systèmes, les plateformes qu'on connaît aujourd'hui. Alors, juste avoir accès à tout ça, à ces connaissances-là qui ont été développées par des membres des Premières Nations puis des penseurs autochtones, ben on n'y avait pas accès. Prudence, vous avez fait un petit peu mention de ça, justement, dans le sens que vous avez comme tout dû inventer. Vous travaillez présentement à former les jeunes qui vont entrer à l'université ou peu importe, qui vont se lancer dans un travail ou dans leur projet, peu importe qu'ils sont. Vous avez vu justement ce changement-là, la possibilité d'intégrer plus d'éléments de connaissances des Premières Nations dans les curriculums. Quoique, bon, on est toujours en train d'essayer de... On apprend pareil l'histoire du Québec, on apprend pareil, tu sais, bon, il y a ça derrière, là, tu sais, que relevait Marjolaine, là. Vous arrivez à rimer les deux au sein de l'Institut Kivna? Absolument. Je voulais juste faire une mention. Hein. On parle de l'importance de remettre la culture au centre des apprentissages, de créer des ponts aussi, de faire en sorte que les établissements, peu importe l'ordre d'enseignement, primaire, secondaire, postsecondaire, que ces établissements-là soient plus sensibles aux questions autochtones, qu'ils fassent plus de place et que ce soit aussi dans une pensée intégrée, c'est-à-dire pas juste parcellisée ou pas juste dans une commission scolaire, mais tu sais, que ça fasse vraiment partie du cursus à tous les niveaux. Et moi, j'ai eu vraiment comme une révélation et très tôt quand j'ai lu la maîtrise indienne de l'éducation indienne et j'étais à l'université.
à ce moment-là. Donc, dans les années 90, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une publication de 1972, l'année de ma naissance. Et donc, ça veut donc dire que l'année prochaine, la maîtrise indienne de l'éducation indienne aura 50 ans. Et nous sommes, c'est comme si on commence à mettre en œuvre ce qui est contenu dans ce document-là, donc une publication qui avait été faite par la Fraternité des Indiennes en ce temps-là, qui est l'ancêtre de l'Assemblée des Premières Nations, en 72, qui avait été présentée à Jean Chrétien, qui est à ce moment-là ministre des Affaires indiennes. Donc, juste pour vous dire à quel point nous sommes résilients, on parle de persévérance, à quel point on est persévérant. Et je vous invite, vous allez le trouver sur Internet, je vous invite vraiment à le lire. Vous allez tomber en bas de votre chaise quand vous allez quand vous allez voir qu'on est maintenant là où nous voulions être il y a 50 ans. Tant mieux, il faut toujours bien que ça commence en quelque part. Mais c'est à ce genre de document-là que j'avais accès parce que j'avais des contacts avec les organisations autochtones. Parce que, et, comme tu le dis, bon, ça, on était invisibles. Hein? Caroline, on a fréquenté les universités à peu près au même moment. On était invisibles de façon générale et il fallait nous-mêmes trouver des façons de pouvoir étudier ce qui nous intéressait. Donc, moi, j'ai eu accès à justement des mémoires, à des avis qui m'ont aidé. Et il y avait la commission Erasmus du Sceau aussi. Oui. À ce moment-là. Fait que moi, je vous rappelle, j'ai commencé 80, je ne sais plus trop, là, en 94 peut-être. Et donc, j'arrive et la commission Erasmus du Sceau, c'est les 6 volumes de 400-600 pages chacun de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones. Pour moi, ça a été une Bible, mais ça a été aussi un, comment je peux dire, tu sais, quand tu ouvres un coffre puis que tu ne sais pas trop, moi, ça m'a ouvert, je vous le dis, là, j'ai découvert, ça a été le début de ma trajectoire parce qu'il y a des choses que je ne soupçonnais pas. Et même si ça fait 30 ans, que je m'investis, que je m'intéresse, que je pousse plus loin, je découvre toujours d'autres choses. Pas toujours coloré et beau. Il y a encore des zones d'ombre qu'on découvre pratiquement tout le monde ensemble. Mais moi, ça a été mon outil de référence, je te dirais. Et plus j'avançais, plus je voulais en savoir, plus je voulais comprendre, plus j'étais étonnée. Et on passe par toutes sortes d'émotions. Hein. C'est comme, ben voyons donc. Après ça, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, mais on ne veut pas rester là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut influencer? Je parle beaucoup d'influence. Comment est-ce qu'on peut influencer les changements pour que les choses ne demeurent pas là, mais qu'on ne reste pas, nous non plus. Et c'est ce qu'on apprend aux étudiants, c'est normal qu'on passe quand on découvre les pensionnats. Ça prend des filets de sécurité dans les classes. Nous on met ça en place, mais quand on parle de sécurisation culturelle, c'est que oui, on veut que les gens abordent les questions Premières Nations, mais ça prend une sensibilité antérieure. Il faut être préparé. Il faut être préparé à l'émotion. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent se passer quand on commence à adresser ces questions-là aussi. Et donc, il y a tout, on passe par toute une gamme de sentiments, je dirais, au fur et à mesure qu'on découvre notre propre histoire. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais comme je dis, moi, le moteur, ce qui me motive, c'est le changement, c'est qu'on reconnaît ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus, mais qu'on avance aussi.
Et ce qui m'importe beaucoup, c'est, comme Marjolaine, c'est comment on peut accompagner les jeunes à s'épanouir en sécurité dans notre société. C'est quoi les clés? C'est quoi les clés d'une persévérance scolaire? Bon, il y a une dimension personnelle. Marjolaine, tantôt, a parlé d'une famille proche. Hein? Elle a parlé de sa mère qui venait aider avec votre garçon, Marjolaine, quand vous faisiez vos études universitaires. Donc, c'est quoi les clés de cette persévérance-là? Ensuite, il y a une question du public, ça concerne la COVID. J'aimerais qu'on termine peut-être avec notre section sur la persévérance scolaire qui était le thème d'aujourd'hui. Puis, on va répondre à la question concernant la COVID-19 et les communautés autochtones. Prudence, oui? Bien, rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puis je veux que Marjolaine puisse parler aussi. La notion du succès. La clé de la persévérance, la réussite ne se résume pas qu'à l'obtention d'un diplôme, par exemple. Parce qu'il y a toute une trajectoire qui peut précéder ça. Il y a tout plein de petites réussites qu'il faut célébrer. Moi, je pense que c'est toute cette notion-là de comment est-ce qu'on conçoit la réussite. Quelqu'un qui a toujours un pattern, je ne sais pas comment dire en français, mais quelqu'un qui a toujours un pattern d'abandon, mais qui, se raccroche, puis qui est là encore une journée de plus, une journée de plus, une journée de plus, c'est une réussite. Quelqu'un qui vient faire quelques cours, qui change de programme, c'est une réussite. Moi, je pense que et quelqu'un que ça y prend 10 ans à terminer son parcours, c'est une réussite. Moi, je pense que ça, c'est une clé. Il y en a tellement, mais je m'arrête là, mais re-questionner, revoir comment on conçoit la réussite en études. Marjolaine? La réussite, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, ça va passer par l'estime de soi, par la valorisation de l'identité, développer aussi la confiance avec l'enfant, mais aussi avec la famille. C'est ça les clés de la réussite scolaire. De voir ça plus globalement. Il y a une question qui est arrivée parce que là, au cours de la dernière année et demie, là, on arrive à la demi, on a vécu tout le monde ensemble une grande pandémie, on était, isolés les uns des autres, chacun dans sa maison avec l'école en ligne pour les universitaires, cégep, souvent les tout-petits aussi, là, les plus jeunes, peut-être qu'à cette île, ça a été différent, mais à Maliotenam, Ouachat, c'était différent. La question, c'est comment les communautés autochtones ainsi que ses responsables s'organisent pour éviter que les étudiants abandonnent les cours, donc soient motivés à poursuivre leurs études dans le cadre de cette pandémie-là. Vous avez trouvé des moyens ou ça a été, ou c'est justement l'idée de c'est quoi la réussite qui permet de passer à travers? Peut-être Marjolaine? Nous, ici, dans l'organisation, c'est vraiment, on suit le parcours des jeunes du primaire et du secondaire qui fréquentent surtout les écoles de bande. Je te dirais que au niveau du post-secondaire, lors de la table ronde concernant sur l'éducation de la PNQL, Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale, avait sorti des statistiques de sa part disant que il y a beaucoup étonnamment, le parcours, les étudiants en Première Nation au post-secondaire réussissaient mieux durant la pandémie. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus dans leur communauté, ils ont pu être dans un environnement vraiment chez soi, sécurisant,
pour poursuivre des cours en ligne pendant leur parcours. Mais reste qu'il y a aussi certaines institutions comme le Cégep de Sept-Îles qui a trouvé que c'était pas... c'est une autre réunion qui a embarqué. Vous avez un appel? Une réunion Teams. C'était, le Cégep de Sept-Îles disait que c'était, malgré tous les efforts qu'ils ont mis pour pouvoir garder les élèves motivés, ils avaient vraiment constaté une baisse de la persévérance scolaire des cégepiens inuits ici. À Sept-Îles. Fait que c'est différent de chaque... Oui. Prudence, comment s'est déroulé cette année et la prochaine année qui s'en vient? Oui, bien nous, on est à Odanak. Hein. Les jeunes qui fréquentent notre collège viennent de partout à travers la province. Donc, à l'annonce au mois de mars 2020 de la suspension de 2 semaines, qui devait être 2 semaines, on est rendu 15-16 mois plus tard. Bien, évidemment, les étudiants, je veux dire, en ont profité parce que tout fermait, hein, on se rappelle, école primaire et cégep. Donc, tout le monde en a profité pour retourner dans leur communauté, pensant qu'ils allaient revenir 2 semaines plus tard. Donc, les étudiants ont quitté, pas d'ordinateur, pas de manuel scolaire. On est au mois de mars, donc il n'y a pas de gogoune dans les bagages. Là. Donc, nous, ça nous a vraiment demandé de OK. Et là, il y avait l'interdiction de voyager entre les régions. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est de s'assurer que les étudiants, nos étudiants, ils étaient dans 24 villes et communautés différentes. Là. On a dû, c'est ça, rapidement, leur envoyer par la poste les manuels scolaires, s'assurer que tout le monde avait des ordinateurs, avec l'équipe d'intervention psychosociale, s'assurer que tout le monde avait l'espace nécessaire et tout ce qu'il faut, en plus de soutenir tous nos enseignants, parce que nous, on n'avait jamais eu l'expérience de l'enseignement à distance, ça a toujours été en présentiel, donc ça a été vraiment là, un branle-bas de combat, je vous dirais. Et là, nous sommes dans notre 3e session, un peu comme tout le monde. Donc, les choses se placent. Il y a quand même des défis, je vous dirais, mais ce qu'on a réussi à faire, et ça, on en est vraiment fiers, c'est d'avoir maintenu pour nos étudiants la même qualité de service, évidemment académique, dans le cadre des cours, mais tous les services qu'on offre à l'extérieur aussi des cours. Donc, les étudiants sont très bien accompagnés. Ce n'est pas sans défi. Donc, comme Marjolaine l'a dit, pour l'expérience de Sept-Îles, évidemment, il y a des enjeux. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est peut-être des parcours plus longs pour les cohortes qu'on a accompagnées dans la période de COVID. Mais ceci étant dit, ils persévèrent et ça, on le souligne. Ils ne perdent pas de vue leur projet pédagogique. Ça va juste être plus long. Tout le monde a des défis, mais moi, je suis très, très fière de la persévérance remarquée chez les étudiants. Mais on a hâte que ça finisse. Je crois que tout le monde a vraiment hâte que ce soit terminé, tout ça, parce que c'est extrêmement exigeant. Là, ça met beaucoup de pression sur toutes les équipes de travail, là, qu'on soit à l'université ou au cégep, du côté des primaires, secondaires également. Écoutez, il est déjà 13h34. Bon, ça fait une heure que nous sommes ensemble, Annie. Donc, on va clore maintenant cette présentation sur cette persévérance scolaire chez les Autochtones. Donc, Prudence Anis, qui est directrice à l'Institut Kiuna, et Marjolaine Tchornish, du côté de l'Institut Tchekapech, directrice générale également. Je vous remercie beaucoup, Tchinashkumikno, pour votre participation. Je passe la parole à l'organisatrice, Mme Annie Bergeron. Yamé.
Je veux juste ajouter un grand merci. Merci Marjolaine et merci à Prudence aussi. Merci Caroline pour l'animation et je remercie évidemment tous les participants qui nous ont écoutés. Je vous souhaite une belle fin de journée.